Après cette phase liée aux composantes majeures d'un système d'information géographique, nous passons à l'étape sur les volets d'un SIG. À ce niveau, nous allons catégoriser parce que les trois composantes sont de façon globale. Donc, nous allons commencer à ranger ces différents éléments pour en faire une catégorisation beaucoup plus fluide. Et cette catégorisation fluide nous donne trois volets principaux d'un système d'information géographique. Le premier élément est lié à la géodatabase. C'est une notion technique, un terme approprié. Donc, nous parlons de géodatabase, qui est le premier volet. Le second volet, c'est la géovisualisation. Et le troisième volet, c'est le géotraitement. Donc, voici les trois volets majeurs. La géodatabase, la géovisualisation et le géotraitement. Si nous nous souvenons très bien de la définition qui a été donnée en première position, qui disait, ou disons cette information principale qui disait que les SIG permettent de faire quoi? De gérer. Les SIG permettent d'analyser, les SIG permettent de visualiser ici l'information géographique. Donc voici ici regroupé en ces trois grands volets les SIG, géodatabase, géovisualisation et géotraitement. L'ordre n'est pas forcément respecté lorsqu'il s'agit d'un projet SIG, mais nous essayons de vous donner les informations globales. De façon détaillée, nous pouvons avoir cette image-là qui nous permet de présenter une vue globale. D'abord, on a la surface terrestre, qui est ici le monde réel. Ce monde réel-là peut être cartographié. L'on peut extraire des informations de ce monde réel-là. Et ces informations sont ici vectorielles. Nous reviendrons à la notion de données vectorielles. Et ces informations, plus tard, peuvent être rasterisées. Ou l'on peut quitter aussi des données raster à des données vectorielles, dans des conversions de type de données. Nous y reviendrons dans d'autres détails plus bas. Au-delà de ces informations, revenons de façon plus détaillée à la notion de géodatabase. Donc, la géodatabase, à quoi correspond-elle réellement? Un SIG correspond à une base de données spatiale contenant des jeux de données qui représentent des informations géographiques selon un modèle de données. Ici, lorsque nous faisons référence à la géodatabase, elle est particulière. Je prends deux exemples. Une liste de présence à une formation. Et la liste de présence contient par exemple le nom, le prénom et le contact de chaque participant est une base de données. Mais si nous revenons sur le plan du SIG, cette base de données a peu d'importance. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de référence spatiale. Si pour cette même base de données, nous souhaitons intégrer la dimension spatiale, la géodatabase. Donc, cette base de données sera la suivante. Nous concevons d'abord une base de données avec le nom, le prénom, le contact et la position géographique de chaque participant. Nous voilà très bien dans une base de données qui est dite géographique. Nous voilà bien dans une donnée spatiale parce que nous avons une référence spatiale attribuée à cette donnée. Si vous avez une photo et sur cette photo, il n'y a aucune mention d'un espace défini, cette photo est une photo dans l'art général, mais elle n'est pas une photo dans l'art spatial, dans l'art géographique, parce qu'elle n'a pas de dimension spatiale, elle n'a pas de référence spatiale, elle n'a pas de coordonnées. Donc, si vous souhaitez vous investir dans le domaine des SIG, vous devrez maîtriser cette notion de données spatiales. Si votre jeu de données n'a pas de référence spatiale, elle a peu de valeur en SIG. J'espère qu'on se suit très bien. Au-delà de la géodatabase, il y a l'information de la géovisualisation. À quoi fait référence la géovisualisation? Un SIG est un ensemble de cartes intelligentes
et de vue qui montrent des entités et leurs relations à la surface de la Terre. Si vous avez une donnée, vous avez une géodatabase qui est bien configurée, qui est bien structurée, nous devrons être capables de la visualiser, histoire de pouvoir vérifier les interactions qui interviennent entre cette base de données et le monde réel. C'est en ce moment que nous parlons de la géovisualisation. Si nous avons par exemple une donnée sur, je prends comme ça, Maradi. Maradi, nous sommes au Niger. Et cette donnée, si elle est projetée dans un logiciel SIG permettant de vérifier l'interrelation, la corrélation entre cette donnée et les réalités du milieu physique ou les réalités de la surface terrestre, nous sommes dans le domaine de la géovisualisation. Ce volet est très important. Nous devrons être capables de visualiser nos données géographiques. Et le troisième volet, c'est le géotraitement. C'est un volet qui est primordial, c'est un volet capital, dans la mesure où les SIG comprennent autant pour moi des outils de transformation des informations qui produisent des jeux de données géographiques à partir des jeux de données existants. C'est en cela que j'ai publié aujourd'hui une donnée plus un traitement égal à une information ou égal à des informations. Vous avez une donnée sur laquelle vous appliquez un traitement. Vous obtenez une information. Donc, la donnée qui sera traitée à partir des outils SIG donne une information. Donc, nous parlons de géotraitement. Appliquer un traitement sur une donnée définie, histoire de pouvoir récupérer des informations pour une prise de décision. Donc, voici tout l'intérêt du géotraitement et c'est un élément primordial dans l'analyse en SIG. Après les volets, avant d'attaquer l'aspect sur les données, parce qu'il va s'agir maintenant d'une littérature qui est beaucoup plus dense. Donc, j'aimerais avoir votre approbation avant qu'on ne passe à l'aspect des données. Est-ce que nous sommes bons en termes d'explication sur les volets, sur les domaines et sur les différentes définitions? Si nous sommes bons, vous notifiez par écrit. Si nous pouvons passer à l'étape sur les données, j'aimerais que vous notifiez cela. Est-ce que nous pouvons passer à l'étape sur les données? Abordons avec sérénité la notion sur les données. C'est une littérature qui est beaucoup plus dense. Nous avons fait l'effort de la synthétiser pour permettre de comprendre de façon plus spécifique cette étape-là. En cartographie, de façon générale, en sciences géospatiales, on manipule les données. Donc, il est impératif de connaître la typologie des données pour mieux les traiter. Si vous souhaitez travailler dans le domaine des SIG, vous devrez savoir que nous manipulons les données. Et pour manipuler une donnée, il faut connaître d'abord le type de la donnée pour savoir quelle manipulation est appropriée. Et en termes de la typologie des données, nous retenons cette information suivante. Les données sont généralement classées en deux grandes catégories. Quelles sont alors ces deux grandes catégories? La première catégorie sont les données vecteurs. Vous allez entendre parler parfois de vectoriel, parfois entendre parler de shapefile, parfois entendre parler de fichiers de forme. Nous faisons référence à la même information. La première catégorie, ce sont des données vectorielles, autrement des données attributaires. C'est la même information. Vectoriel, vecteur, attributaire, fichier de forme. Nous sommes dans le même langage, dans la même famille de données. On retient l'information selon laquelle les vecteurs, autrement le fichier vectoriel, est un modèle de données qui est basé sur des coordonnées qui représentent les entités géographiques sous la forme de points, de lignes et de polygones. Voici l'essentiel de cette définition.
modèle de données basé sur des coordonnées qui représentent les entités géographiques sous la forme de points, de lignes et de polygones. Donc, à la surface de la Terre, toutes les données que vous pourrez imaginer, tous les objets auxquels vous pourrez penser respectent l'une des trois géométries. Soit c'est un point, soit c'est une ligne, soit c'est un polygone. Peu importe l'objet à la surface de la Terre, cet objet peut être matérialisé soit par un point, une ligne ou un polygone. Ce qui s'ensuit, c'est essentiellement de la littérature de grande gamme. Chaque entité ponctuelle est représentée sous la forme d'une seule paire de coordonnées, tandis que les entités linéaires et surfaciques sont représentées sous la forme de listes ordonnées de sommets. Les attributs sont associés à chaque entité vectorielle par opposition à un modèle de données raster qui associe les attributs à des cellules de grilles. Donc, si vous parlez de vecteurs, faites référence à cette définition principale. C'est un modèle de données, autrement un jeu de données qui est basé sur des coordonnées qui représentent des entités géographiques sous la forme de points, lignes et de polygones. La seconde catégorie, la seconde famille de données, ce sont les données raster. Vous allez entendre parler parfois des données matricielles, des données pixels. Donc, on est dans la même famille de données, raster, ou de données matricielles, ou de données pixels. C'est la même famille de données. On retient l'information suivante. C'est un modèle de données spatiales qui définit l'espace sous la forme d'une matrice de cellules de taille égale, organisée en lignes et en colonnes et composée d'une seule ou de plusieurs bandes. Ça devient beaucoup plus intéressant. Donc, quand on parle d'un raster est un jeu de données. Ce jeu de données, il est spatial. Vous voyez toujours que la notion de spatial revient. Parce que c'est tout l'intérêt de notre discipline. Donc, modèle de données spatiales qui définit l'espace sous la forme d'une matrice de cellules de taille égale, organisée en ligne et en colonne, et composée d'une seule ou de plusieurs bandes. Donc, voici de façon beaucoup plus synthétisée l'information liée aux données raster. Chaque cellule contient une valeur attributaire et des coordonnées de localisation. Contrairement à une structure vectorielle qui stocke les coordonnées de manière explicite, les coordonnées raster se trouvent dans le classement de la matrice. Des groupes de cellules qui partagent la même valeur représentent le même type d'entité géographique. Nous verrons en termes de représentation comment est-ce que ces deux données peuvent être catégorisées. Donc, d'un côté, autant pour moi, des données raster et de l'autre côté, des données vectorielles. Nous avons essayé de faire une classification en termes d'images, en termes d'extension et des sites sur lesquels l'on peut avoir ces différentes données. D'abord, les vecteurs, nous avons dit que ce sont des données ponctuelles, par exemple. On peut bien voir. Et le point peut matérialiser un puits, par exemple, un puits de fourrage. Ça peut matérialiser, par exemple, un arbre. Ça peut matérialiser une station d'essence et d'autres données que l'on peut avoir. On peut avoir aussi des lignes qui peuvent matérialiser des chemins de fer, qui peuvent matérialiser des routes navigables, qui peuvent représenter des lignes de haute tension, des canalisations. L'on a aussi des données surfaciques, autrement des polygones, qui peuvent représenter des forêts classées, des parcelles d'exploitation agricole, des parcelles d'exploitation minière ou même des plantations définies. Aussi, les matrices, autrement les rasters, sont une combinaison de pixels qui nous permet d'avoir, quand on parle de pixels, on fait référence à ce petit carré-là.
Donc, tout ce qui est en bleu représente une même information. Tout ce qui est en jaune, une même information. Et tout ce qui est en vert, une même information. Donc, c'est un ensemble de données composées de pixels. Et ici, les pixels ont la même valeur. Quand on parle de pixels, on fait référence à la plus petite unité. Voilà, donc la plus petite unité, c'est un pixel ici. Et chaque pixel a une valeur. Donc, en termes d'extension, donc pour reconnaître un fichier raster par son extension, vous devrez retenir que l'on peut retrouver les fichiers de type GeoTIFF. Quand vous voyez un fichier qui est terminé par GeoTIFF, essentiellement c'est un fichier raster. On a aussi les PNG. On peut avoir aussi les JPEG. On a aussi les TIFF ou même les PDF. Donc, tous les fichiers géographiques terminés par ces extensions sont ici des fichiers de type raster. Vous avez davantage d'extensions qui existent, qui ne sont pas listées à ce niveau-là. Vous avez aussi les fichiers VRT et d'autres fichiers que l'on peut retrouver en termes de données ou les aspects de données raster. Nous passons à l'aspect sur les extensions pour les fichiers vectoriels. L'on peut avoir le SHP, qui est le fichier le plus connu. Ce n'est pas l'unique fichier, ce n'est pas l'ultime fichier, ce n'est pas le meilleur possible, mais c'est le fichier le plus connu et le plus utilisé actuellement. Donc, vous allez entendre parler de shapefile. Quand on dit shapefile, c'est simplement SHP. Donc, on a trouvé le diminutif approprié. On a aussi les GPKG qui sont appelés les GeoPackage. On a les KMZ, les KML. On a aussi les fichiers GPX que l'on peut retrouver. Au-delà de cela, où l'on peut télécharger ces fichiers-là, on peut les récupérer sur des sites comme BibiBike, comme GeoFabric, comme Glovis, Climatbox, OpenTopography, OpenStreetMap, Divadiz. Donc, ce sont des sites sur lesquels on peut télécharger ces données. Et chaque site est approprié à une catégorie de données, à une typologie de données. Chaque site a ses avantages, ses inconvénients et ses contraintes. Actuellement, le site Divadiz est en maintenance. On ose croire qu'il va nous revenir très bientôt. Le site Glovis, quant à lui, permet de télécharger des données raster, c'est-à-dire des images satellitaires, des modèles numériques de terrain. On a le site ici Climatbox, Climatoolbox, qui permet de télécharger des données climatiques. Donc, chaque site est particulier avec ses exigences, ses contraintes, ses difficultés, ses avantages.